L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Comprendre l'actualité qui reprend tous ses droits sur la 97.3, surtout le littoral guinéen, mais aussi à Kindia, Kankan et Sigiri. Vous nous suivez également à Zérékoré à travers Pacific FM. Pour ce soir, mesdames et messieurs, nous parlerons de la deuxième journée ville morte déclenchée par l'opposition républicaine. Journée qui, selon nos informations, a déjà enregistré une victime du côté du quartier Koloma dans la commune de Ratoma. Vous suivrez dans cette émission les explications des confrères. Dans la deuxième partie de cette émission, nous repartons encore à Kindia dans la ville des Agrumes, où la une de l'actualité reste toujours dominée par l'installation de M. Mamadouba Bangoura à la tête de la mairie. Mais la tension reste toujours vive dans la ville, selon nos informations. Et pour d'amples explications, nous aurons notre confrère Mamadi Mara qui va nous expliquer ce qui prévaut actuellement à Kindia. Et par la suite, nous aurons aussi les explications de Dr Fodé Oussou Fofana, c'est le numéro 2 de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Comprendre l'actualité, Sabari FM, bienvenue. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. La conduite technique de cette émission est assurée par Fodé Fatoya Kamara, la réalisation Ibrahim Das Silla, cadrage Mohamed Lamine Sissi. Côté animation, nous avons Mamadou de Bari. Bonsoir Bari. Bonsoir Malik. Je dis Malik parce que Malik m'est toujours dans la tête. Oui, d'accord, ça reste toujours. Bonsoir à tous. Bonsoir Cheikh Sadibou. Bonsoir Makissa, bonsoir à tous les auditeurs de Sabari FM, sauf que nous sommes aujourd'hui 16 octobre 2018. Oui, d'accord, 16 octobre. Merci pour cette rectification. Bonsoir Aboubakar Kondé, Oscar. Bonsoir M. Makissa et bonsoir à tous les auditeurs. Surtout nous nous excusons auprès des auditeurs parce que la voix est un peu prise. Oui. Alors tant que nous pouvons, on se donne le meilleur de nous-mêmes. D'accord. Alors avant de commencer cette émission, avant de rentrer dans le vif des sujets inscrits à l'ordre du jour, nous allons parler de l'actualité sportive. Nous venons de suivre le match Guinée-Rwanda, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Alors, vos commentaires par rapport à cette rencontre, Mamadou Debari? C'est vrai, on était tous très contents de la première occasion qu'a eu le Sili national, mais je crois que quand on est cardiaque, on ne suit pas le Sili national parce qu'après tout, on s'est fait rattraper par le Rwanda, ce qui a fait que pratiquement la Guinée vient de louper une occasion nette pour se qualifier directement pour le Cameroun en 2019. Mais qu'à cela nous tienne, je crois qu'il y a la Fédération guinéenne de football qui est en train de faire un travail. Encore la Fédération qui est en train de faire un travail formidable. Mais sur le terrain, vous avez suivi le match. Sur le terrain, qu'est-ce que vous avez vu? Justement, avant de parler de cela, parce que pour avoir en tout cas l'ossature de l'équipe nationale que nous avons aujourd'hui, nous avons en tout cas bataillé dur. Elle a bataillé dur, mais nous avons quand même une très bonne équipe qui est en gestation. Ça, franchement, si les gamins sont gardés pour 2 ans, 5 ans, 10 ans, je crois que ça peut porter fruit parce que la Fédération guinéenne de football a réussi quand même à prendre de très grands joueurs. Comme vous prenez le gardien de but, M. Ali Keita, qui est très talentueux d'ailleurs, il a réussi à arrêter un penalty ici, donc c'est formidable. Vous avez l'attaquant José Martinez Kanté, et tout cela, franchement, vous avez aussi un autre qui est du côté de Naples et tout ça, c'est Diawara, et vous avez Kaba et tout, donc nous avons une pipite aujourd'hui. Mais c'est qui a un peu joué sur les joueurs guinéens, parce que il y a les conditions climatiques que les gens ne savent pas. Le Rwanda est un pays de collines, c'est un pays sur altitude. Quand vous quittez du côté de la mer, la basse altitude, vous avez l'impression que les gens ne carburent pas et tout, parce que les Rwandais étaient beaucoup plus vifs. Le Sili a bien donné à Conakry. Vous voulez dire que c'est la raison, c'est à cause de ce climat-là que le Sili n'a pas dit. On a raté une fois encore l'occasion, mais je crois que rien n'est perdu. La Guinée a toutes les chances de passer. Mais ce qu'il faut dire,
les performances sportives ne se traduisent pas par ce qui prévaut sur le plan politique ou économique. Donc le football reste et demeure le football. C'est vrai que ça donne un peu de sourire au peuple de Guinée et tout, mais le football, je crois que c'est une très bonne chose. En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, la Fédération guinéenne de football a réussi à faire un travail formidable parce qu'on a ramené de très grands joueurs et l'entraîneur est en train de mettre la culture de la gagne au niveau de ces suivis nationaux. Donc c'est quelque chose qui est très prometteur pour les jours à venir. De Cheikh Sadibou, pour la même question. Je commencerai par souhaiter prompt rétablissement à notre consoeur, Fatoumata Matisa Souman, qui a eu un malaise aujourd'hui à Kigali même. C'est l'information. Je rappelle qu'elle est journaliste sportive à la RTG. Elle fait partie de l'équipe qui avait été envoyée spéciale de la RTG depuis Rwanda. Elle n'a pas pu couvrir le match. Et très tôt, je pense que toute l'équipe de la fédération, a commencé par Antonio Souaré, sont partis lui rendre visite au chevet de son lit. Donc c'était juste une parenthèse, prompt établissement à elle, notre consoeur Fatoumata Matisa Souman, journaliste donc sportive à la radio-télévision nationale. Je ne serai pas d'accord avec Barry. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez, c'est vrai que le Sidi national n'a pas eu le temps d'aller pour s'adapter un petit peu au climat. C'est pas une affaire de climat, je ne pense pas. D'autant plus que c'est pas pour la première fois que le Sidi national joue sur un terrain de ce genre. On est d'accord. Et même s'il y a une différence, c'est vrai que c'est un pays de haute altitude comparativement à la Guinée, je suis d'accord, mais pays de 1000 collines. Oui, la différence, c'est pas aussi la mer à boire. On est d'accord, ça c'est un deuxièmement. Non, mais attendez, deuxièmement, non, je sais ce que je dis. Non, je sais ce que je dis. Je ne pense pas aussi que ce soit la première fois que le Sud national joue au Rwanda. C'est pas la première fois que le Sud national joue dans un pays similaire qui a à peu près le même climat que le Sud national. D'accord, je ne pense pas que ça soit une raison. Aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. Oui. Je pense que c'est une sortie. Vous pensez que le Sud national a non, pas du tout. C'est une sortie. Attendez, c'est une sortie réussie. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est une sortie réussie parce que... Mais attendez, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je venais. Je disais, mais écoutez, vous avez gagné à domicile. Mais l'autre aussi souhaiterait gagner à domicile. Si vous partez, vous obtenez là-bas un nul, mais c'est une victoire. C'est ce facteur qui a joué? Non, mais c'est pas parce que c'est facteur qui a joué, mais je pense que c'est une victoire lorsque vous décrochez un match nul à l'étranger. Je ne suis pas tellement sportif, mais en regardant, et malheureusement, j'ai pas eu la chance de regarder le match parce que j'étais dans les embouteillages. Mais à ce que je sache, pour celui qui a l'habitude d'observer, de regarder le match de football, mais lorsque vous décrochez une victoire à domicile, vous partez, au retour, vous trouvez votre challenge à l'étranger, son souhait, c'était aussi de décrocher la victoire à domicile. Si vous obtenez un match nul là-bas, je pense que c'est une victoire. Et le Sud national aujourd'hui, qu'on le dise ou non, a toutes les chances, je dis bien toutes les chances, pour se qualifier à la CAN 2019 au Cameroun. Maintenant, peut-être qu'il a parlé tout de suite là, cette brochette de joueurs qui ont été identifiés et qui ont été appelés par la Fédération guinéenne de football. Je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'est une avancée significative. C'est vrai, il faut le reconnaître. Nous avons du talent, comme nous l'avons toujours dit. Nous avons du talent. Il suffit de mettre les bouchées doubles et savoir les encadrer. Savoir les encadrer, il faut dire de l'argent. Oui, de l'argent. Quand je dis les bouchées doubles, il y a l'argent, il y a la logistique, il y a tout ce qu'il faut. Et les accompagner pour pouvoir concrétiser justement le peu que nous avons. C'est pas une question peut-être parfois de nouvelles recrues ou de joueurs, mais il faudrait que de tous les bords, c'est le sérieux. De tous les bords, il faut mettre le sérieux. Comme quelqu'un le disait un jour, même si tu amenais l'entraîneur du Brésil pour entraîner le Sud national, eh bien, si le Sud n'est pas là, si les ressources humaines ne sont pas là, je pense qu'on n'ira nulle part. D'accord, je pense que moi je donnerai raison à Barry, tout à plus que vous-même vous l'avez affirmé. Chaque prise de position, vous n'avez pas suivi le match. Oui, Barry, non, mais attendez, mais il y a l'habitude de suivre le Sud national, c'est pas la première fois. J'ai suivi le match aller, et je pense que nous sommes dans une émission d'analyse, de décryptage, et puis voilà, de commentaires. Chaque prise de position est une conviction personnelle. Ce que je dis, ça n'engage que moi. D'accord, mais Barry quand même a eu la chance, l'occasion de bout à bout, il a vu comment les joueurs étaient vraiment peut-être épuisés. Alors, et au-delà de ça, c'est que je voudrais juste signifier à M. Sadibou qu'il chasse que le Sili national, vous savez, le problème majeur qu'on a avec l'équipe nationale de football, c'est que
on ne peut pas enchaîner les matchs. La Guinée n'est pas compétitive. On est capable de gagner le Brésil aujourd'hui, le lendemain se faire battre par la Guinée-Bissau ou en tout cas la Mauritanie. C'est un peu ça le problème qu'on a. Donc je crois qu'il n'y a pas, moi personnellement ça ne me surprend pas, mais on a toutes les chances quand même d'aller au Cameroun une fois encore. Mais cette victoire éphémère du Sili n'apporte pas aussi les performances sportives une fois encore, ne donne pas les solutions politiques ni les solutions économiques ou sociales dans ce pays. D'accord. Abakar Condé Oscar, votre analyse par rapport à cette prestation par rapport à la prestation de notre Sili ce soir, moi je dirais tout simplement que le Sili national de Guinée. Vous avez suivi le match? On a bel et bien suivi le match, en partie bien sûr. Manque un peu de constance, de rigueur, je dirais même la sérénité, parce que la Fédération guinéenne de football n'a pas en tout cas n'a pas ménagé, c'est-à-dire en tout cas a essayé de mettre tout à la disposition de l'équipe, parce que vous vous souvenez qu'après le match contre l'équipe de Rwanda ici, non, d'abord Rwanda ici, je crois l'équipe guinéenne a été la première à atterrir à l'aéroport de Kigali pour au moins mieux se préparer, s'adapter au climat de ce pays avant de livrer le match ce soir. Donc je crois tout a été mis à leur disposition. Donc ce qui a manqué un peu à l'équipe, c'était la constance, la rigueur comme toujours. Et je dirais, pour terminer, pour être franchement très court là-dessus, parce que je ne suis pas analyste sportif, mais l'équipe guinéenne est à l'image même de la gouvernance en République guinéenne, à l'image de notre politique. Bon. Pendant que au moment où on a l'espoir que franchement ça commence à aller, c'est en ce moment que nous sommes déçus. Donc à ce niveau, c'est manque de constance, manque de rigueur et manque de sérénité au niveau de l'équipe elle-même, sans quoi la fédération, à travers le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, a mis tout à la disposition de l'équipe. Imaginez-vous, ils ont décollé ici avec aurait même appris que un vol spécial. Absolument, et on a eu la chance, j'ai eu la chance en tout cas de suivre l'équipe de près. Il fallait voir encore l'hôtel qui a hébergé l'équipe, donc ils étaient dans un grand confort, mais malheureusement, la sortie franchement aujourd'hui était décevante par rapport à tout ce qui a été mis à leur disposition comme moyen financier, comme moyen logistique. Donc franchement, ce qu'on attendait de Sili aujourd'hui, franchement, bon, je rejoindrais en partie aussi Ndoye, parce que on voulait une victoire là-bas, mais on a un déplacement. Ouais. Donc décrocher un match nul, franchement, c'est aussi un bon résultat. D'accord, c'était la brève de cette émission. Alors nous allons maintenant enchaîner directement avec le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit précisément de cette grève, ville morte déclenchée par l'opposition républicaine. Alors votre constat en cette deuxième journée de ville morte, Barima Madoudé. Je crois que cette deuxième journée... Vous pensez que ça a vraiment été bien réussi par rapport à hier? Non, le constat est plus ou moins mitigé. Comme vous le savez, c'est toujours la même chose. L'axe Le Prince, en tout cas du côté de Kagbalin, toute cette partie pratiquement reste paralysée. Mais malheureusement, du côté de Koloma 2, là où moi-même j'y habite, plus précisément à Koloma 2, non loin de la mosquée Maracas, il semblerait qu'on aurait abattu un jeune et tout ça. Donc, si c'est le cas, franchement, c'est encore une fois l'affaire de manifestation de ville morte, c'est les conséquences. Parce que tout le temps, quand on a dit ville morte dans ce pays, les gens sont venus barrer les routes. Vous voulez dire que la ville n'est jamais morte? Non, jamais. Vous sortez au niveau du carrefour ici, vous verrez qu'il y a un monde fou. Il y a la circulation, elle est tout à fait... D'ailleurs, ici, il y a des bouchons et tout ça. Donc, de l'autre côté, c'est effectivement, il n'y a pas de circulation et tout. Mais il faut, une fois encore, faire autrement la politique. Je crois que on a atteint pratiquement les limites de cette stratégie de ville morte, de grève et de manifestation. D'accord. Abakar Condé, votre constat pour cette deuxième journée ville morte? Deuxième journée ville morte, comme l'information générale, on apprend qu'un jeune encore a perdu la vie. Avec nos confrères de guinématin.com et africaguinée.com qui relaient l'information, voilà. Donc je dirais que c'est encore... de plus, parce que ce que nous avons dit dans ce studio hier, qu'il n'y a pas de nouveauté par rapport à la journée ville morte. Vous vous souvenez que à chaque fois qu'on parle de journée ville morte en République de Guinée, et ce qui est beaucoup plus effrayant, c'est la psychose au sein de la population, parce que à chaque fois qu'on parle de journée ville morte, tant que le mot d'ordre n'est pas encore suspendu ou levé, et la psychose s'accroît au niveau au sein de la population. Alors
et vous savez le niveau de vie du Guinéen. Et il y a combien de Guinéens aujourd'hui, surtout au niveau à Conakry, ici dans la capitale, qui vit le jour, c'est-à-dire du quotidien. Alors quand on dit qu'il y a ville morte, et du coup, il n'y a pas de possibilité de se vaquer aux affaires, même si de part et d'autre la circulation est restée libre, c'est-à-dire sur l'autoroute Fidel Castro, là-bas tout va bien jusqu'au niveau de Madina. Bon, nous sommes au niveau de la haute banlieue, après Anta, Matoto et autres. Franchement, les habitants qui sont là ont peur de descendre dans le centre-ville ou bien dans le centre même de l'administration qui est Kaloum. Alors aujourd'hui, une mort de plus, c'est une mort encore de trop. Donc c'est le lieu également de rappeler à l'opposition guinéenne et au gouvernement de se retrouver encore autour de la table pour essayer de discuter, parce que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution du tout, parce que la mentalité, on parle que de marche pacifique, on n'est pas encore arrivé à cette étape, mais vous voyez, on a déjà elle est programmée pour le voilà, jeudi. Déjà un cas de mort aujourd'hui seulement pour ville morte. Alors si on va maintenant passer de l'autre étape qui est marche pacifique, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les Guinéens n'ont pas cette culture de ville morte, parce que quand on dit ville morte, c'est de rester à la maison si on est concerné. C'est aussi le lieu d'interpeller l'opposition guinéenne, de sensibiliser un peu ses militants. Qu'est-ce qu'on appelle ville morte? Ville morte, si vous êtes concerné, c'est-à-dire de paralyser un peu le commerce, parce que l'administration n'en fait pas partie. On a un contrat, tout travailleur de l'administration a un contrat avec l'État, donc forcément ces gens doivent se déplacer pour leur lieu de travail. Mais maintenant, ceux qui sont dans les activités purement libérales et ils se sentent concernés par cet appel de ville morte, ce sont ces citoyens qui normalement qui devraient rester à la maison. Mais vous voyez souvent que les quartiers, des zones qui sont un peu favorables à l'opposition sont hostiles à voir les autres qui ne sont pas concernés, qui se disent n'étant pas être concernés par cette ville, ils sont un peu allergiques au mouvement de cette catégorie de population, ce qui amène souvent à la confrontation. Et aussi, dans certaines zones également, la présence des forces de l'ordre sont irritantes, et puis forcément les gens ne comprennent pas quelle est la nécessité des forces de l'ordre dans leur quartier, dans leur commune. Donc ce qui amène souvent, il y a des échauffourées qui s'éclatent entre les forces de l'ordre et les citoyens, ce qui a amené, parce que quand on se fie un peu à l'article de nos confrères qui ont relayé l'information par rapport à la mort de ce jeune, c'était un peu là, c'est un jeune d'une vingtaine d'années et qui était un élève, donc vous voyez, donc encore un cas de mort aujourd'hui, c'est une mort de plus. Voilà, en tout cas pour plus d'informations, nous avons vainement tenté de joindre le commissaire Kassé, mais il est sur le terrain. Général Kassé, pardon. Général Kassé, on a pensé depuis la matinée, il serait dans une réunion de crise. Voilà. Chose... Ndoye Cheikh Sadibou, vous qui êtes vraiment très mobile, je sais que vous avez mis pied à Kaloum, dans en tout cas beaucoup de quartiers. On vous connaît comme tu le sais. Ouais. Et moi, je ne reviens pas sur la définition de l'expression ville morte. Nous le savons déjà. Inutile de revenir pour gagner un temps. Ouais. Malheureusement, c'est pas ce que nous observons. C'est pas ce que nous observons. Conséquence, quelqu'un d'autre a trouvé la mort aujourd'hui. Et ville morte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, attendez. J'ai commencé par dire que la ville a été mouvementée. Non, naturellement. J'ai dit que j'ai commencé par dire que je ne souhaiterais pas revenir sur la définition de l'expression ville morte pour gagner un temps. Ville morte, vous êtes d'accord, vous adhérez, vous restez à la maison. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'adhérez pas, vous vaquez à vos préoccupations. Par conséquent, personne ne doit vous déranger. Sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas. Ouais. Personnellement, moi qui vous parle, j'ai failli être victime ce matin. Il était 6h31 lorsqu'on a barricadé la route juste au niveau du marché Kaporoaï. Je suis venu, il y avait une voiture cylindrée qui faisait demi-tour, on n'a rien compris. Pour nous, c'était juste un obstacle. Et le monsieur cherchait à se débarrasser. On ne pensait pas à des barricades. Alors, juste après lui, c'est moi qui venais. Il y avait une queue derrière moi. Vous m'excusez-moi de l'expression. Il y avait une file
derrière moi. Ouais. Moi, je ne pouvais pas partir parce que j'étais devant le fait accompli. Les enfants avaient barricadé, ils avaient mis des pneus. Alors j'ai eu la peur au ventre, chair de poule, mais je ne pouvais plus faire demi-tour. C'est ainsi que, c'est comme ça, je l'ai qualifié, le chef qui me fait un signe avec sa main pour me dire d'avancer. J'ai dit, il avait un gourdin. J'ai eu peur, je ne pouvais pas. Je suis resté là inerte, immobilisé. Il dit non, avancer avec toujours sa main, je ne pouvais pas. Il est venu vers moi, mais là, il n'y avait plus de solution, je ne pouvais pas faire demi-tour. J'étais obligé de rester immobilisé. Le jeune est venu avec une voix un peu rauque pour me dire, vous voulez avancer ou vous ne voulez pas avancer? Je dis non, si, je veux avancer. Et alors passer. Je suis passé. Mais avec tous les risques que vous pouvez imaginer. Oui. Alors, j'ai compris par là que c'était des jeunes qui avaient déjà commencé à barricader. Et l'objectif, c'était pas de faire la violence. Sinon, toutes les conditions étaient réunies pour nous agresser. Oui, ça c'est à Caporo. Heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. J'ai compris que c'était pour brûler les pneus. Et plus loin, oui. On est venu jusqu'au Carrefour Bambeto. Oui. Parce que je suis journaliste, je ne vais pas donner tout à fait. On est venu jusqu'au Carrefour Bambeto. Là, on a vu une fumée noire qui montait juste, pour ceux qui connaissent très bien Conakry, quand vous dépassez l'ancien siège qui a abrité Chéri FM. Oui. Là, il n'y avait pas de route. Donc, tous les véhicules qui quittaient Koza et Kipé étaient obligés de rebrousser chemin pour aller vers l'autoroute Fidel Castro. Comme ça s'est passé toujours. Alors, c'est le même constat que nous avons fait hier. Et c'est ce même constat que nous avons fait aujourd'hui. Donc, une fois encore, j'ai dit, ville morte, inutile de revenir sur la définition. Nous le savons tous, qu'est-ce que ça signifie. Les militants le savent. L'opposition qui décrète, qui demande à ses militants et ses sympathisants d'observer la journée ville morte, savent ce que ça veut dire journée ville morte. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons sur le terrain. Et il y a une précision aussi importante qu'il faut apporter. Oscar l'a dit tout à l'heure. Sensibilisation venant de l'opposition à l'endroit de ses militants et sympathisants pour parler de la journée ville morte. Je pense que, loin de défendre qui qu'il soit, ou de défendre une entité, j'ose espérer que ces partis politiques, y compris ceux de l'opposition, font toujours ce toilettage, font toujours cette campagne de sensibilisation à l'endroit des militants et sympathisants. Maintenant, précision. Oui, justement, j'en viens. Ceux qui sortent sur le terrain pour barricader, je ne pense pas qu'ils soient des militants. Je fais défaut. Non, je ne pense pas. Attendez. Je ne pense pas, je dis bien. Comment est-ce que vous les qualifiez? Je ne pense des loubards. Je ne pense pas que ça soit arrêté. Je ne peux pas militer pour un parti politique. Une fois arrêté, voilà, l'opposition hausse le ton. Oui, vous dites que c'est un militant. C'est ce qui ne se doit pas. C'est ce qui ne se doit pas. Alors, je pense que... Attendez, je vais terminer, s'il vous plaît. C'est juste une récupération. On se connaît dans ce pays. Macky Sall, Condé, Barry, on se connaît dans ce pays. Moi, j'appelle ça une récupération politique. Sinon... Qui récupère? Non, attendez. Est-ce que c'est les jeunes qui récupèrent? Qui déclare aujourd'hui que celui qui a assassiné, c'est mon militant? Alors, l'opposition. Alors, c'est une récupération politique, mais je ne pense pas que ceux qui sont en train de barricader, de violenter les gens sur le terrain, que ce soit des militants. Je prends l'exemple. Parce que l'opposition ne leur a pas dit d'aller barrer la route. Naturellement. Macky Sall, il peut moi je voudrais juste ne saurais pas. Sur certains faits. Sadibou vient de dire certaines choses. Effectivement, si les jeunes avaient été violents avec vous, vous-même vous venez de l'affirmer, est-ce que vous aurez eu la vie sauve? Oui, mais je pense que ça c'est un facteur, mais il faut revenir sur la deuxième facteur. Il y a un autre facteur qu'il faut dire. Parce que s'il te plaît, s'il te plaît, moi je crois que quand même, s'il te plaît, Sadibou, une fois encore, non, s'il te plaît, je dis une fois encore, aujourd'hui tout le monde sait, s'il te plaît, souffle de m'écouter, quel que soit le problème qui arrive aujourd'hui, même quand c'est Sécoutouria, c'est là-bas, il y a des manifestations, il y a des problèmes, on finit toujours par confiner ça sur l'acte de presse, notamment Hamdallah et Koza jusqu'à Kagone, on finira toujours par confiner cette histoire au niveau de Bambado. Donc le problème c'est que les gens ils se disent que non, tout de même qu'il y a des problèmes à Kagone ou même à Dubreka, on finira toujours par
terminer par là. C'est là qu'ils vont tuer. Donc les gens ont cette perception. Hier, pas plus que hier soir, à partir de 20h, tout le quartier était pratiquement quadrillé. Les gens étaient là en train de tirer. Moi, je n'ai réussi à rentrer qu'aux alentours de 23h. D'accord. Donc ça, c'est militaire. C'est militaire qu'on voit. C'est beret rouge qu'on voit sur le terrain. Est-ce que ça, c'est vraiment c'est des gens qui doivent venir pour le maintien d'ordre? Je ne crois pas. Ce sont eux qui sont en train de tirer. Mais celui qui a été tué là, est-ce que c'est l'opposition qui l'a tué? C'est quand même les forces de l'ordre qui l'ont tué. C'est difficile pour le moment. C'est vrai, nous sommes au studio. En quelques secondes. Ce n'est pas facile d'attribuer cette mort à une entité. En quelques secondes. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on fasse de l'amalgame dans cette émission. Je ne souhaiterais pas qu'on fasse de l'amalgame. Je veux dire par là. On est en train d'exposer une situation. On est en train de décortiquer cette histoire de jeune ville morte. Le cas du décès de ce jeune, un mort de plus. Ça choque tout le monde. Moi, ça m'a choqué. Je peux être victime demain. Quelqu'un de moi peut être victime demain. Un proche de moi peut être victime demain. Personne ne le souhaite. Je pense qu'on va revenir sur cette situation. Qui a tué? Moi, je ne saurais le dire. C'est justement... Mais attendez, je vais terminer. Je ne saurais le dire. Mais ce qui reste clair, je déplore aussi, je dénonce du fait qu'il y ait la présence des Bérets Rouges. Ça, nous le dénonçons. Mais moi, je reviens sur le cas de ceux qui barricadent. Il dit, oui, aujourd'hui, j'ai été sauvé. Mais la fois dernière, c'est la deuxième fois que j'échappe de Belle. Deuxième fois. Et puis, dans la même localité. La deuxième fois, on m'a pas dit d'avancer. La première fois, pardon, on m'a pas dit d'avancer. On a foncé sur moi. Avec des injures, avec des gourdins. C'est Dieu qui a fait que je me suis échappé ce jour-là. C'est la deuxième fois qu'on s'est avancé. Mais dans le décès, nous déplorons et nous condamnons la présence des Bérets Rouges. C'est pas normal. On est d'accord. Décor habillé. Vous pouvez me laisser placer. Non, attendez, il faut aussi que les gens se ressaisissent. Quand on dit ville morte, il faut aussi que les gens se ressaisissent. Il ne s'agit pas d'empêcher les autres de rallier leur lieu de service. Il ne faut pas avoir faux aux yeux. Si moi j'ai vu Bérets Rouge, je dirais Bérets Rouge. Attendez, l'image, il faut faire une précision. Comme l'avait dit Ndoye, qu'il ne faut pas faire l'amalgame là-dessus. L'image, en tout cas, de ce Béret Rouge là a été publiée sur les réseaux sociaux. Donc déjà, il reste encore Moi, je ne me fie pas. Voilà, il reste à se vérifier. Par le passé, nous avons vu ce genre de images montées. Il n'y a pas de crédibilité. À ce niveau, il ne faut pas le lieu de dire, quand on parle de ville morte, je parle de sensibilisation au niveau de l'opposition républicaine ou l'opposition qui appelle ses militants à la journée ville morte en République Guinée. Et je dirais, aujourd'hui, c'est seulement sur le même axe qu'il y a des pertes de vie, qu'il y ait des morts, au moins, c'est sur l'autoroute le Prince qu'il y a souvent les morts. Et de surcroît, c'est sur cette commune-là encore qu'un cimetière a été dédié, peut-être aux ceux qui sont décédés. Parce que vous allez voir, celui qui est mort de l'autre côté, vous verrez, quelques jours après, peut-être après ces manifestations, ce jeune sera enterré dans le cimetière de Bambé. Tout ça est là. Et les accords, tout ça là, c'est quoi? C'est obtenir un accord, ou bien obtenir ce que nous voulons politiquement. Alors, si nous avons tous ces accords, ou bien tout ce que nous voulons politiquement, on ne fera jamais, il n'y a jamais eu d'enquête proprement dite pour au moins déterminer les causes de ces morts. Et il y a aussi encore même une partie consacrée aussi au dédommagement des victimes, ceux qui ont perdu les biens et ceux qui ont eu des voitures caillassées. Jamais jusqu'à présent, on n'a jamais obtenu, l'opposition n'a jamais obtenu cela. C'est la raison pour laquelle, si peut-être le point est dans l'ordre du jour aujourd'hui, on verra peut-être avec notre invité, si possible, on l'aura ici. Je suis très désolé que vous stigmatisez à tout moment. Il n'a jamais le temps file vite. Nous allons observer une courte pause. On revient dans ce studio pour, disons, entamer la deuxième partie de cette émission. Et nous irons à Kindia pour voir la température, ce qui prévaut en tout cas dans la capitale des agrumes. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Sabari FM, vous êtes bien sûr dans votre émission Comprendre l'actualité qui vous parvient tous les jours du lundi au vendredi sur la 97.3. Alors, deuxième sujet de cette émission, nous allons partir à Kindia
pour voir ce qui se passe du côté de la capitale des agrumes, dans cette ville, depuis l'installation du maire Mamadou Bangora hier, issu du parti de M. Mamadou Silla, UDG. La ville reste toujours agitée selon nos informations, selon en tout cas les informations qui nous parviennent de cette ville. Alors, est-ce que vous pensez que c'était prévisible? Oui, Ndoye. Oui, c'était bien prévisible. Ce qui se passe du côté de Kindia, c'était prévisible et c'est dommage. C'est dommage. D'abord, je condamne de la manière dont les choses se sont passées. Je pense qu'on a parlé de ça ici hier. On va aux élections, après on passe aux accords. Les accords, on ne les respecte pas. Il y a des jeux par-ci, des doubles jeux par-là. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené tout ce scénario que nous sommes en train de vivre aujourd'hui du côté de Kindia. Parce que tenez-vous bien, lorsqu'il a été question de passer à la vitesse supérieure pour faire une élection, Abdoulaye Ba, qui s'attendait à être tout simplement installé, et ces autres conseils de l'UFD se sont opposés. Et c'est ainsi qu'il y a eu toute cette scène de violence. Finalement, on apprend qu'ils ont été déguerpis de la salle. Les autres qui restent... Ils ont été déguerpis ou bien ils sont sortis d'eux-mêmes? Mani Militari. Aujourd'hui, moi j'étais en émission avec un confrère également, qui est un de vos correspondants, et il s'appelle Amadou Bello Batouala Diallo. D'accord, Ndoye, je suis obligé de vous retirer là. Alors, Mamadi Mara. Oui. Vous êtes dans Comprendre l'actualité sur Sabari FM. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe maintenant là à Kindia? Voilà, depuis le matin. Oui. Depuis le matin, d'abord on va parler d'hier parce que juste après l'abandon du vote par les délégués de l'opposition, je vais parler de l'UFDG dans la salle pour boycotter le vote de l'élection du bureau exécutif. La tension est montée d'un cran dans la ville de Kindia et ce matin, la population s'est réveillée avec beaucoup de problèmes, d'attaques et de manifestations de la part des militants de l'UFDG. Donc, les boutiques ont été vandalisées la nuit et ce matin, il y a des boutiques et magasins ont été incendiés et même une grande mosquée a payé le frais. Déjà au niveau de Wundima, le quartier résidentiel du candidat de l'UFDG, Abdoulaye Ba. Donc, c'est pour dire que depuis le matin, il y a cette situation qui prévaut dans la cité, inquiète même les autorités régionales et préfectorales de la ville, puisque à l'heure où je vous parle, c'est la guérilla urbaine, on peut appeler comme ça intifada, qui se passe dans les quartiers périphériques, notamment les quartiers résidentiels. Je vais parler de Wundima, Tapioca, Sampaya, où il y a une forte concentration de militants de l'opposition. Donc, nous venons de l'hôpital régional déjà et l'hôpital a enregistré depuis hier jusqu'à maintenant 32 blessés par balle. Oui. Et les 32 blessés par balle, selon le médecin chirurgien, Dr Siraj Diallo, qui nous a expliqué que ces balles-là ne sont pas des armes de guerre, mais plutôt des balles, des fusils traditionnels que les civils tiraient, les civils détenaient. Donc voilà la situation, on est sur le terrain, il y a même le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation qui est avec nous ici. Ah, il est arrivé là-bas, Brahma. Oui, parce qu'il faut rappeler que le président est là-bas aussi, je pense bien. Et le président aussi était à Colentin parce que la route nationale était bloquée à la sortie au niveau de Tapioca. Donc c'est au retour maintenant de la délégation qui était allée accueillir le président à Colentin où il y a eu les bérets rouges ont intervenu pour défraîcher, en tout cas libérer la route afin que la délégation présidentielle puisse passer pour Conakry. Et actuellement, le ministre de l'administration, le général Bourama Konde, est sur le terrain pour faire le constat et nous sommes en train de tourner dans la ville pour voir l'ampleur des dégâts enregistrés depuis hier nuit. D'accord. Mamadi, une précision. L'affrontement, c'est entre qui et qui? Bon, l'affrontement au début, c'était entre les militants de l'UFDG et les forces de l'ordre. Mais au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est devenu
un mouvement qui prend un peu de la connotation ethnique et puis communautariste. Ce qui n'est pas bon. Voilà, ce qui est vraiment difficile à expliquer, ce qui est même ignoble parce qu'on ne peut pas comprendre que les sous-sous on fouille maintenant là dans le quartier. Je n'aime pas tellement. Oui, c'est bon. Mara, ça a pris une connotation ethnique. Mara. Oui. Je pense que la responsabilité sociale du journaliste nous incombe tous. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, moi, je voulais juste savoir quelle a été la réaction. Surtout les autorités locales. Oui, je veux parler de proactivité des autorités de la place. Les autorités de la place, depuis hier, ont pris des dispositions, mais les forces de l'ordre qui sont sur le terrain, il y a eu plus d'une dizaine de gendarmes blessés qui sont couchés à l'hôpital. Donc, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est de sécuriser la ville, mais ça trouve qu'au jour d'aujourd'hui, le nombre est insuffisant pour cadrer, parce que les jeunes viennent de partout dans les quartiers, ils jettent des pierres, il y en a qui sont armés avec des fusils traditionnels, donc plusieurs gendarmes officiers ont été blessés aussi, ont reçu des coups de fusil et des balles. Donc voilà, et actuellement c'est en train vraiment de prendre des dispositions au niveau de la région militaire, au camp Kemobrama, la première région militaire, pour un renfort. Parce que si ça continue comme ça, c'est vraiment difficile à gérer à la suite parce que non seulement même les usagers de la route nationale payent les frais. Plus d'une cinquantaine de véhicules ont été caillassés aujourd'hui qui partent à l'intérieur et ou qui viennent de l'intérieur pour Conakry. Donc c'est difficile vraiment de passer. Donc voilà, si l'armée n'intervient pas maintenant, les forces de l'ordre, les gendarmes et les policiers ne peut pas vraiment maîtriser la situation. Donc il y a en tout cas une décision est en train de vraiment d'être prise au niveau du camp pour que l'armée vienne en tout cas en renfort au niveau de la ville. Pour rétablir l'ordre. Voilà, parce qu'il faut maintenant intervenir. Sinon on va arrêter des choses qu'on ne veut pas vraiment entendre. Vraiment. D'accord, Abakar Kodé, oui. Mamadi Mara, à t'entendre, vous parlez actuellement, aujourd'hui, maintenant il est 16h avancé de 43 minutes exactement. Est-ce que il y a de l'accalmie ou bien encore, c'est encore toujours précaire? Non, il n'y a pas d'accalmie. Je vous dis, à l'heure où je vous parle, il y a un affrontement vraiment qui se passe entre les différentes communautés dans chaque quartier. Donc on assiste vraiment de véritables situation qu'on n'aime pas voir, qu'on n'a jamais souhaité dans notre pays. Donc la situation n'est pas vraiment sous contrôle pour le moment. Même la présence du numéro 1 de l'administration du territoire n'a rien changé. C'est pourquoi je vous dis que les dispositions sont en train d'être prises au niveau du camp pour que l'armée vienne sécuriser la ville. Mamadou Djebari. Mais est-ce que vous avez un peu idée de ce qui s'est passé du côté de la rentrée? Parce que vous parlez effectivement de Wondima où il y a assez de problèmes, mais moi-même ce matin, puisque le président de la République était à Colentin, ce matin en partance à Colentin, on a passé 3 heures à Tapioca parce que tout était barricadé, il y avait des barrages. Donc on fouillait, on demandait, on posait des questions dans les différentes langues. Si tu ne réponds pas, tu es vraiment la cible numéro 1. Donc voilà, jusqu'au retour de la délégation présidentielle, on vient de rentrer parce que nous sommes avec le ministre de l'administration de Colentin. À la rentrée, il fallait cortéger, il fallait faire venir des bérets rouges pour dégager la route. Donc, et après le passage des forces de l'ordre, encore les barricades sont montés partout par ces militants très en colère et qui ne se désarment pas et se décolèrent pas. Donc voilà cette situation qui prévaut actuellement à Wondima et puis à Tapioca à la rentrée en province de Mamou. C'est vraiment une situation, c'est difficile à gérer parce que ça règne comme si nous sommes dans un pays de guerre. D'accord. Merci Mamadi Mara d'être intervenu dans cette émission. Merci beaucoup. Merci et bonne émission. Merci.
Je rappelle que Mamadi Mara, c'est notre confrère de Guinée News qui nous apporte souvent des informations en provenance de cette ville. Alors, chers confrères, vous avez écouté, disons, les explications données par Mamadi Mara. Mamadi Mara, tout ce qu'il a raconté, tout ce qu'il nous a, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit, il n'a pas précisé pourquoi le président de la République était venu jusqu'au niveau de Colintin, tandis qu'à Kindia, ça n'allait pas. Il faut préciser, c'est le lieu que le président de la République était à Colintin juste pour présider la journée mondiale de l'alimentation. Donc déjà, il a délégué le ministre de l'administration du territoire pour venir s'enquérir des réalités qui se passent actuellement du côté de Kindia. Mais quant à lui, le président de la République, parce que déjà, il y a aussi ces problèmes de communication, parce que certains disaient que la route de Kindia lui a été bloquée, mais ce n'était pas le cas. Il était spécifiquement venu à Colintin pour présider. Il était de passage. Voilà. Il cherchait à rallier Colintin. Voilà. Le président est là-bas à l'occasion de la célébration internationale de la journée mondiale de l'alimentation. Oui, mais je crois que ce que Abakar Kondé dit là, c'était pour juste prendre des informations de ce qui se passe à Kindia. Moi, je crois que c'est une fausse histoire. Alpha connaît ce qui se passe à Youbou, de Pela jusqu'à Koundara, il connaît parfaitement à la minute près tout ce qui se passe. Donc, il est au courant. Je n'ai pas dit parce que déjà le numéro 1 de l'administration a été, je crois, il est même sur place maintenant là pour s'enquérir des réalités. Oui, mais c'est une situation qui a été effectivement créée pour amener effectivement ce qui devait arriver. C'est ça aussi. On se rappelle en 93 ce qui s'est passé du côté de Zéro-Corée avec les premières élections, en tout cas locales et tout ça. Donc, je crois que à Kisidou, donc un peu partout, c'est des élections. Vous savez, on est en train de tuer le tissu social dans ce pays. Des gens qui cohabitent ensemble, qui se marient, depuis des siècles et tout. Aujourd'hui, on est à cause des élections locales et tout. Je crois qu'on ne devait vraiment pas arriver là. Ça, c'est très dommage pour la démocratie guinéenne. Mais une fois encore, tout cela, c'est le gouvernement qui est responsable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a organisé les élections. C'est le gouvernement et la CENI. C'est le gouvernement qui a pris de l'argent pour donner à la CENI pour organiser ces élections. Si ces élections avaient été organisées de manière transparente, je crois qu'on n'en serait pas là. Bon, moi, je dirais qu'il y a des bon nombre d'observateurs pensaient que la Guinée, même au niveau de la base, n'était pas forcément préparée à cette élection locale, parce que déjà on a transformé une élection de proximité à une élection purement politique, et ce qui est à la base, la genèse même de cette. Oui, mais il y a une récupération, on a vu même le président de la République sur le terrain, les ministres, l'élection a été politisée par ce qui est dédié aux communautés à la base a été récupéré par les politiques. Raison pour laquelle je reprends aussi les dits d'un confrère ou bien d'un observateur qui disait à l'époque que la Guinée, notre pays, n'était pas forcément prêt à aller à ces élections. Non seulement la structure organisatrice, mais il fallait quand même la structure organisatrice même qui est la CENI n'avait pas réellement les moyens, même si les moyens financiers étaient là, mais au niveau sur le plan organisationnel, on n'était pas prêt à aller à ces élections, parce que même les leaders qui étaient sur le terrain pour faire campagne n'étaient pas mentalement prêts et n'avaient pas préparé également la mentalité des citoyens, des militaires à aller à ces élections. Parce que déjà égaré, ces élections de proximité donnaient force peut-être à l'élection de la société civile. Mais vous avez vu la signature de ces accords-là qui est venue chambouler tout sur le plan. Vous voulez dire que ce sont ces accords qui nous ont la genèse amené de ce problème à tout ça. Qu'est-ce qui a amené ces accords? Je crois que c'est les mauvaises élections. Ce sont les mauvaises élections qui ont amené ces accords. On a pu gérer les mauvaises élections en République Guinée, parce qu'il n'y aura jamais une élection parfaite en République Guinée. Et en Afrique d'ailleurs, même dans le monde entier, il n'y aura jamais une parfaite élection. Mais quand les accords sont de façon franchement fantaisiste scellés, c'est là-bas où il y a le problème. Parce que le problème, ce n'est pas au niveau des partis politiques alliés, mais des deux formations politiques, l'UFDG et le RPG. Le problème se trouve à leur camp aujourd'hui. Quand vous partez sur le terrain à Kouroussa aujourd'hui, qui est censé être le fief du parti au pouvoir, vous verrez qu'ils ont les mêmes problèmes. À l'UFDG, il y a encore de problèmes. Ce sont encore, même d'autres partis, même la société civile s'est levé un jour ici pour dire qu'il y a eu un deal entre la mouvance et l'opposition pour au moins signer ces accords. Donc, et ce qui se passe actuellement, ce sont les conséquences de ces accords signés, et parce que chacun savait que l'un ne respectera pas ces accords. Non, mais Cheikh Sadibou, est-ce que vous pensez que dans l'avenir, il faut vraiment se passer de ces accords? Non.
ce n'est même pas Parce dans la... qu'au détriment de la loi, on crée des accords. Non, ces accords nous amènent souvent à des problèmes. Ce n'est même pas dans l'avenir. On ne devrait même pas parler d'accord. Moi, c'est une histoire qui ne me tient pas vraiment à la tête. Oui, mais c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Oui, c'est une réalité que, justement, cette réalité aujourd'hui ne devrait pas exister. Oui. C'est ça le problème. Cette réalité ne devrait pas exister. Ce deal politique n'avait pas sa raison d'être. On a parlé élection s'appelle élection. Voilà. Je l'ai dit hier, vous permettez? Je l'ai dit hier. Regardez tout ce que nous avons investi. Des milliards, des ressources humaines, de la logistique, tout et tout. Bien avant, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Beaucoup de blessés. Après tout, on se retrouve pour dire des accords. Donc, il fallait commencer par des accords. Ce pays, je pense qu'on a des problèmes. Depuis très longtemps, nous partons de consensus en consensus. Qu'est-ce qu'il fallait? D'accord en accord. Partout où les partis sont arrivés. On met les textes de côté, on met les institutions de côté et on part avec des consensus, des accords. Je pense qu'on ne pourra pas évoluer comme ça. D'accord. Il faudrait que tous les Guinéens, de quelque bord qu'ils soient, que nous puissions nous donner les mains pour mettre les jalons pour la construction d'une véritable démocratie en Guinée. C'est extrêmement important. Et l'acceptation de l'autre. Naturellement, oui. Quand je parle de la construction d'une véritable démocratie, tout ça là, ça rentre en jeu. Tout ça là, ça rentre en jeu. Donc, tant que ce n'est pas le cas, c'est vrai, je suis d'accord que ça demande beaucoup de temps parce que la construction d'un état de droit, ce n'est pas un seul jour, ce n'est pas une seule décennie, il va falloir travailler dur parce que même aujourd'hui, les pays qui sont des références en matière de démocratie, je veux parler des États-Unis par exemple, ou bien l'Occident, la France, ou autre, il a fallu des décennies pour que nous puissions avoir cette portion de démocratie. Mamadou Debari, une question Mamadou Debari. Est-ce que on pouvait éviter ce qui s'est passé à Kindia? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fallait? Parce que c'est arrivé à Kindia, c'est arrivé un peu partout. Le cas de Dixine est là, ça aussi ça attend. Est-ce qu'il fallait, parce que ces deux partis politiques, je veux parler des deux formations politiques qui se considèrent comme étant les plus fortes, sont arrivées à égalité. Qu'est-ce qu'il fallait pour vraiment départager la première chose, c'est qu'il ne fallait pas qu'on... Il fallait reprendre ces élections locales, on ne devait pas les donner un sens comme des élections nationales. Ça, c'était pas normal. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, il fallait absolument organiser des élections libres et transparentes. On ne dit pas qu'il y a des élections parfaites dans ce monde. Ça n'existe pas. C'est vrai, mais il fallait faire preuve de transparence. Parce que dans la transparence et tout le monde se retrouve. C'est ça le problème. Mais les deux partis sont arrivés à égalité. Non, là n'est pas... C'est-à-dire que ces élections locales, c'est encore une fois une élection indirecte. Vous élisez des gens qui vont se réunir entre eux, qui vont élire le conseil, c'est-à-dire les conseils communaux. Les conseils communaux, c'est une élection indirecte. Quelqu'un qui peut être minoritaire. C'est-à-dire que le cas aujourd'hui de Kindia, c'était prévisible, ça pouvait arriver, c'est des choses qui arrivent en matière d'élection locale. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes au village, je suis au village, on se connaît suffisamment. Vous allez présenter une liste, devez présenter une autre liste. Donc lorsque vous venez, je viens, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent venir. Si la personne à qui nous avons entièrement confiance, c'est celle qui va prendre la tête de l'exécutif. Ce problème ne nous opposait pas. Donc Kindia était une école en matière de décentralisation, c'était une école en matière de développement local, mais aujourd'hui franchement on est en train de mettre tout ça parce que Mamadou Dramé, quand on sait aujourd'hui si Kindia est bitumé, s'il y a beaucoup de choses, on a réussi à jumeler Kindia à d'autres villes en France et tout, aujourd'hui Kindia est pratiquement en lambeau, ça c'est dû aux politiques. Donc cela ne devait pas arriver. Une fois encore, la démocratie guinéenne marche à son rythme et tout, mais le rythme, je pense qu'il est trop lent. C'est vrai, la démocratie ne développe pas instantanément un pays, mais on ne peut pas aussi se passer de la démocratie pour développer aujourd'hui un pays. On ne peut pas s'en passer de la démocratie parce qu'il faut aussi signaler que nous ne pouvons pas nous comparer et se comporter comme si la démocratie existe en Guinée il y a cela des siècles, comparativement à d'autres pays. Mais des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, des pays comme le Bénin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La démocratie est une valeur universelle. Il ne faudrait pas dire qu'il y a en Guinée, la démocratie guinéenne, elle est spéciale, elle est ceci, cela. Ça n'a aucun sens. Dans une école, nous sommes des élèves encore en matière de démocratie. D'accord. Voilà. Mais tout le monde, je pense que tous les pays du monde ont été élèves d'abord en matière de démocratie. On apprendra toujours. On est pratiquement pris par le temps. Vous permettez un mot, s'il vous plaît. Même au Sénégal, en Côte d'Ivoire, la démocratie est à l'état embryonnaire. D'accord, partout dans le monde. Chers auditeurs, nous serons ensemble encore demain pour un autre numéro de Comprendre l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.